Je propose pour conclure cette journée d'allier les deux motifs, celui de la résistance et celui de la reconstruction, avec un troisième terme qui est le terme de projet, et qui est en effet au centre de mon livre qui va paraître dans quelques semaines. Alors ça pourrait paraître un peu étonnant parce que nous avons l'impression que le dispositif du projet a pris une place considérable et plutôt négative dans la société. On pense au management par projet qui était déjà critiqué par Boltanski et Chiapello. On pense à la gestion de projet, au contrat de projet, qui sont autant d'instruments de néolibéralisation. Et pourtant, l'hypothèse de mon livre est que nous souffrons collectivement d'une carence de projet, c'est-à-dire, au sens philosophique de terme, d'une réflexion sur les finalités de notre action et de notre production en commun. Donc, même si les dispositifs de projet se sont multipliés dans ces dernières années, il me semble pertinent, de manière dialectique, de réfléchir à une revalorisation du concept de projet, de production orientée vers des fins désirables. Donc, le point de départ de mon livre est de montrer que la capacité de sujet à se projeter, en partie collectivement, n'est pas un luxe. Nous en avons besoin plus que jamais pour faire face à la catastrophe environnementale, puisque évidemment lorsqu'il s'agit de réduire la quantité de production, de consommation, etc., eh bien, c'est aussi cibler davantage ce qu'on fait, ce qu'on produit, et c'est en fait se projeter. Donc c'est une nécessité anthropologique pour donner en commun plus de sens à notre monde. Sans projet, cet élan du désir resterait lettre morte et nous nous contenterions de châteaux en Espagne. La question est la suivante: comment faire pour remédier institutionnellement à ce que je nomme la déprojection, qui est cette perte du désir et d'élan et de capacité des sujets à la fois individuels et collectifs à se projeter? Et l'hypothèse de mon livre est qu'il s'agit, au-delà d'un travail sur soi, d'une question institutionnelle. Et donc il faut penser l'accès aux conditions de la projection. Conditions de la projection que j'identifie en relisant, réinterprétant Karl Polanyi, La Grande Transformation. Donc la première idée que je souhaite développer ce soir, c'est que l'environnement est une condition principale de nos projets et que donc repenser les rapports à l'environnement, c'est aussi repenser la condition de possibilité de la projection. Donc, parce que la relation métabolique entre les sujets et leur environnement est essentielle à la vie, la projection est toujours liée à un environnement qui est doté d'une épaisseur historique. Il est illusoire de se projeter en prétendant se délier de tout, de se délier dans l'environnement en se prétendant être indépendant de toute chose. Et Canguilhem, dans Le normal et le pathologique, montrait déjà que tout être vivant contribue à polariser son milieu en fonction de valeurs et en fonction de fins. Un animal n'est pas neutre dans son environnement, il contribue à le modifier. Et donc se projeter, c'est prolonger ce geste du vivant, à condition bien sûr d'être attentif aux déterminations qui sont celles de l'environnement et qui conditionnent la manière dont on va pouvoir se projeter. Ces déterminations sont doubles. Donc, premièrement, l'environnement est déterminé de manière préhumaine. C'est-à-dire que l'environnement, même s'il est assez indéterminé pour accueillir des projets qui sont inanticipables, on ne prévoit pas les projets qui sont ici élaborés en le lisant dans l'environnement. Pourtant, il a toujours déjà des déterminations qui le rendent propice à certains usages plutôt que d'autres. J'aime bien m'inspirer de la philosophie antique et on trouve dans la métaphysique d'Aristote, au livre Zéta, chapitre 13, que la matière, qu'on peut comprendre par analogie comme l'environnement, est toujours déjà en partie déterminée et donc propice à certains usages. Bien sûr, il y a cette matière primordiale qu'il appelle l'ulé, qui est complètement indéterminée, mais les matières qu'on touche, le plastique, le bois, etc., ont déjà certaines déterminations qui les rendent aptes à certaines transformations et à certains projets. Et donc, se projeter, c'est d'abord être attentif aux déterminations de la matière et de l'environnement qui nous entoure. Donc, comme le rappelle Arendt dans La condition de l'homme moderne, dans un ouvrage qui est inspiré par la philosophie aristotélicienne, il s'agit de comprendre que la Terre n'est pas notre projet, mais qu'elle est un déterminant fondamental qui nous permet d'imaginer l'étoffe de nos projets futurs. Et donc qu'il est illusoire, même lorsqu'on fait des projets extraterrestres, des projets hors sol, de prétendre se déraciner complètement de cette terre qui accueille tous les projets.
L'exemple que j'aime bien donner est le suivant, c'est qu'il est impossible de réinventer par notre projection actuelle le charbon et le pétrole qui sont issus de la sédimentation d'organismes vivants qui avaient eux-mêmes capté l'énergie solaire il y a des millions d'années. Et donc en fait, cette énergie-là, c'est une énergie qui est la condition des projets les plus fous et ceux qui prétendent se déraciner le plus de l'environnement tel qu'on le connaît. Donc deuxièmement, l'environnement qui sert de condition à nos projets est toujours déjà déterminé par des projets humains qui ont précédé. Et ça, c'est quelque chose que nous montre très bien Rousseau, je vais le développer. Puis canalisation, système d'irrigation, par exemple, sont autant de résultats de projets passés qui rendent le milieu habitable et qui rendent le milieu propice à notre projection. En fait, sans tous ces projets qu'on reçoit en héritage, on passerait notre temps à recommencer la préparation des conditions de notre projection future. Il faudrait réinventer le marteau, par exemple, pour être simple. D'une certaine manière, Rousseau nous invitait à être sensibles à ce fait dans le livre 3 de l'Émile, puisqu'il nous enjoignait à réfléchir au nombre de mains par lesquelles sont passés un mets luxueux qui est servi lors d'un festin, lors d'un banquet. Les mains qui, à travers le monde, ont parfois été sacrifiées pour la préparation de ce mets. Et ce que nous dit Rousseau, c'est qu'on devrait être sensible quand on consomme une ressource, quand on utilise une ressource pour nos projets, au nombre de mains, au temps, à l'énergie qui a été dépensée pour sa production. Et Rousseau nous indique que certains convives des festins ont l'impression d'une prodigalité sans fin, une sorte d'abondance, de générosité sans limite, mais c'est parce qu'ils occultent l'exploitation de la nature et du travail humain qui a rendu possible la jouissance actuelle. De même, si nous pouvons avoir une illusion de ressources projectives sans limite, c'est justement parce que nous oublions que les projets humains et les processus naturels, qui sont la condition de nos projets actuels, sont bien le fruit d'un héritage qu'il nous convient de respecter, de transmettre. Cette omission collective engage aussi notre responsabilité vis-à-vis des autres vivants et de l'humanité, des générations présentes et futures. En effet, à travers ce voile d'ignorance qui est jeté volontairement ou involontairement, on gaspille des minerais à des fins médiocres, par exemple des biens jetables. On va avoir des minerais qui sont utilisés dans des gobelets en plastique et on occulte toute l'exploitation de l'environnement et du travail humain qui est cristallisé dans ces objets. Et c'est là sans doute une des actualités majeures de Rousseau pour penser les questions environnementales, puisqu'il nous montre qu'on pourrait chercher simplement à utiliser des ressources qui sont le moins possible transformées et donc le moins possible issues de l'exploitation de l'environnement et du travail humain. En effet, à mesure que les ressources sont gaspillées, détruites, elles sont rendues indisponibles pour les projets des générations présentes et futures. Et cela nous indique un autre fait. Si les projets dépendent de leur environnement et lui sont irrémédiablement liés, en même temps, l'environnement préexiste à tous nos projets, et sans doute qu'il nous survivra. Ça veut dire que nos projets ne peuvent pas être déliés de l'environnement, mais par contre que l'environnement peut très bien se délier de notre puissance de projection. Et c'est comme ça que je réinterprète tous les mythes de la Terre-Mère qui consistent à dire que voilà, on a une puissance tutélaire, on imagine la puissance tutélaire et on imagine aussi la possibilité de l'abandon. Et c'est la même chose avec l'environnement. On imagine très bien qu'il y a une crainte bien matérielle, qui est que la relation naturelle avec l'environnement peut tout à fait cesser d'être. Et c'est ce dont témoignent d'ores et déjà toutes les catastrophes naturelles qui empêchent la projection des sujets. Lorsqu'on est en plein cœur d'un méga-feu, d'un tsunami ou d'une sécheresse, évidemment qu'on ne peut pas se projeter, réfléchir aux finalités désirables. Et donc c'est bien l'enjeu de la préservation de l'environnement que de préserver la projection humaine. Donc, dans un second temps de cette intervention, j'aimerais esquisser des archétypes de projets qui sont indispensables pour éviter la destruction des conditions environnementales de la projection. J'anticipe ici une objection qu'on pourrait me faire, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire que justement tous les projets, toute la démesure projective a contribué à la destruction de la planète. Je parlais tout à l'heure du management par projet, de la gestion de projet. C'est peut-être une inflation des projets qui pose problème. Mon hypothèse est que si on cesse de se projeter,
D'une part, on abandonne à d'autres le soin de décider des projets qui orientent notre monde, ce qui peut être problématique. Et d'autre part, on oublie que nos projets sont aussi indispensables à la projection des générations futures. Et donc, il faut se projeter, et je réfléchis au type de projets qui peuvent être nécessaires. Nous avons premièrement besoin, pour assurer les conditions de la projection humaine, de projets que j'appelle à dominante curative. Les projets à dominante curative sont des projets qui visent à prendre soin, de manière toujours renouvelée, des capacités à la fois environnementales et humaines. Il s'agit de penser que les capacités humaines, donc par exemple les capacités qui nous permettent de faire de la science, de la politique, de l'art, de l'artisanat, sont en fait directement tributaires des capacités environnementales, des biens et des services que prodigue l'environnement. Et donc prendre soin des capacités humaines suppose évidemment de prendre soin de l'environnement. Je m'inspire ici toujours de la condition de l'homme moderne d'Hannah Arendt. Donc, pour dire que ce soin, qu'elle juge assez négativement, puisque pour elle, il y a une sorte d'enfermement de l'être humain à partir du moment où il est condamné à reproduire de manière cycliquement les capacités qui l'entourent, eh bien, je pense qu'on peut le concevoir de manière plus positive, comme une sorte de memento, c'est-à-dire que prendre soin de l'environnement, c'est se rappeler qu'on est aussi qu'on appartient aussi à la catégorie de l'animal laborens, comme elle l'appelle, de cet animal qui doit tout le temps œuvrer à reproduire les conditions de son existence. Un projet à dominante curative peut potentiellement être destructeur s'il abandonne justement cette idée qu'il va falloir accepter cette reproduction indéfinie. Typiquement, un exemple qui est devenu canonique, mais qui est celui du remplacement de la pollinisation par les abeilles par des drones. On prétend remplacer une fonction naturelle par un artifice, et ce faisant, on oublie qu'on est inscrit dans cette terre qui nous dépasse de part en part. Il s'agit, en affirmant l'importance de projets curatifs, à dominante curative, de rappeler que les liens qu'on tisse entre nous et les liens qu'on tisse avec l'environnement sont tributaires de cette activité perpétuelle. Nous avons deuxièmement besoin de projets que j'appelle à dominante productive et qui sont inspirés de la catégorie d'œuvres d'Hannah Arendt. Alors les œuvres, on pense tout de suite aux œuvres d'art, mais ce n'est pas forcément de ça dont il s'agit. C'est des objets et des immeubles, enfin toute une série d'artefacts dont la principale qualité est de durée. Principale qualité et de durée, ça veut dire que lorsqu'on les produit, eh bien, on libère ensuite du temps pour les autres, pour qu'ils puissent s'adonner à d'autres activités. Et typiquement, si les édifices comme celui-ci étaient remplacés tous les 2 ans, tous les 10 ans, s'ils n'avaient pas de durée, eh bien, nous passerions notre temps non pas à discuter ici ensemble, mais à reconstruire ces édifices de pierre. Donc nous avons besoin d'œuvres pour pouvoir nous projeter. Nous avons besoin de ces œuvres qui durent. Et c'est exactement la logique inverse qui se déploie lorsque je généralise l'obsolescence programmée, qui est à la fois, comme le montrait Simondon, une obsolescence technique, mais aussi une obsolescence symbolique avec les modes qui passent. Dans les deux cas, il s'agit de renoncer à faire durer et donc à créer des projets qui sont productifs et qui permettent de créer ces biens-services dont notre projection dépend. Il ne s'agit pas de dire que toutes les productions se valent. Et comme le montre Rousseau, toujours dans le livre 3 de l'Émile, dans le sillage de l'épisode que je citais précédemment, on peut préférer les mets plus simples et les productions plus simples aux productions les plus transformées. Typiquement, on peut chercher à utiliser dans l'architecture des matériaux qui ont déjà été utilisés, déjà été transformés et qui sont disponibles, ou utiliser des matières premières qui sont locales et qui sont qui ne sont pas transformées. L'empreinte environnementale et sociale du projet serait moindre et la simplicité valorisée. Et ça peut être un gage, comme le dit Rousseau, de beauté, de simplicité et d'un luxe qui est bien différent du luxe qu'il décrit, qui est un luxe qui nous condamne à une insatisfaction perpétuelle. Évidemment, je ne suis pas une partisane évidemment pas forcément, mais partisane des low-tech partout. C'est bien utile d'avoir à certains endroits des technologies avancées, mais justement, à partir du moment où on les repense dans une logique projective, eh bien, on choisit mieux l'endroit où les techniques les plus avancées peuvent être placées. Et nous avons troisièmement besoin de projets à dominante politique
à même d'orienter les mobilisations, les planifications et les décisions politiques dans le cadre de la catastrophe environnementale. Chercher à se déterminer en fonction de fins, donc rétablir l'idée de projet politique, c'est pas comme Emmanuel Macron évidemment, mais c'est s'ériger contre l'idée bioéconomique selon laquelle tous les sujets seraient contraints de s'adapter à un ordre adapté et n'auraient pas la possibilité de penser des bifurcations écologiques. J'ai en tête évidemment le travail de Barbara Stiegler sur l'adaptation. Donc chercher à se déterminer en fonction de fins, c'est précisément s'ériger contre l'idée néolibérale selon laquelle l'État devrait dépenser toutes ses ressources, toute son énergie à faire en sorte que d'autres se projettent. Car mon hypothèse, c'est qu'il s'agit bien de ça. Lorsque l'État se concentre sur le fait de permettre à des cabinets de conseil, à des entreprises sous contrat, à des associations aussi, de faire des services publics ou un travail à sa place, en fait, il est en train d'orchestrer une forme de déprojection volontaire. Déprojection volontaire, puisqu'il juge que c'est à d'autres d'accomplir des projets à sa place, et ça reste de la déprojection, puisque ce faisant, il ampute une communauté politique, le peuple, dirait Rousseau, de son pouvoir de se projeter collectivement dans des valeurs, dans un contrat social commun. Pourtant, pour faire face à la catastrophe environnementale, il est plus que jamais nécessaire de réhabiliter cette échelle, l'échelle de l'État, et des institutions qui visent à démarchandiser au plus les facteurs de la projection. Car sans ça, notre projection, et je pense que nous sommes plusieurs à en souffrir ici, n'est pas une projection complètement volontaire, puisque nous nous subordonnons à des projets d'autrui qu'on peut juger néfastes d'un point de vue environnemental parfois, et pourtant on le fait parce que nos conditions de vie en dépendent. Et donc toute la deuxième partie de mon livre est une partie plus utopique, comme on pourrait dire, mais d'imaginer des institutions qui permettraient aux sujets à l'échelle individuelle et à l'échelle collective de renouer avec cette puissance de projection. Il y a 3 grands axes que je développe rapidement. Le premier est celui des institutions du travail. Aujourd'hui, des sujets individuels et collectifs, pour autant qu'ils sont principalement soucieux ou bien de survivre ou bien de s'enrichir, peuvent devenir indifférents à la nature des projets auxquels ils contribuent. Et c'est l'essor d'une pratique que Simone Veil, dans La condition ouvrière, appelait le mercenariat. Non pas que les ouvriers devenaient des mercenaires, mais que pour se défendre eux-mêmes, ils pouvaient très bien admettre que dans le temps de travail, ils accomplissaient des fins peut-être inutiles, peut-être destructrices, mais que c'était la condition de leur vie et qu'il en était ainsi étant donné le système et le rapport de force en vigueur. Et il s'agit justement d'échapper à cette indifférence. Et d'échapper aussi aux contradictions qui font que parfois des sujets ont dans leur vie professionnelle un impact négatif sur l'environnement et par ailleurs militent dans la sphère associative ou autre contre en fait, les activités auxquelles ils contribuent malgré eux. Donc, je ne vais pas développer ici les institutions, ce serait trop long, mais je pense dans le sillage de plein d'autres chercheurs, des institutions qui permettent de remédier à cet effet. Deuxième institution, ce sont les institutions de la monnaie. Je sais que ça a été un des sujets aujourd'hui et qui me semble absolument important, puisque pour que la monnaie devienne un instrument d'anticipation de la valeur d'usage à l'heure de la catastrophe environnementale, elle ne peut évidemment être pensée exclusivement comme au service de fins lucratives qui peuvent être destructrices pour l'environnement, évidemment, et pour ses habitants. Et pour ça, il faut sortir d'une logique qui est pour moi une logique anti-projective. Le fait de projeter, d'accumuler du capital, c'est en fait se projeter dans le fait d'accumuler le plus possible d'instruments qui permettraient éventuellement de se projeter plus tard. Vous voyez, c'est un peu la logique de thésaurisation. Je ne sais pas pourquoi je pense à Picsou à ce moment-là, mais accumuler des fortunes dans l'espoir d'un jour peut-être pouvoir en user et en fait n'en user jamais. Donc en fait c'est une logique anti-projective puisqu'elle consiste à repousser toujours à plus tard le moment où on va en responsabilité décider de suivre ces fins-là plutôt que d'autres. Donc encore une fois, je pense plusieurs institutions que je ne vais pas développer ici. Et enfin, concernant l'environnement, qui est en partie médié par la technique, par les projets humains, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit de penser des institutions qui généralisent la copropriété d'usage
co entre parenthèses, il ne s'agit pas de dire que la propriété doit toujours être une copropriété, copropriété d'usage ou bien privée ou bien publique. Et alors là, je ne pense pas le commun comme un tiers secteur, c'est-à-dire que je pense que le commun doit être pensé plutôt comme un idéal régulateur qui permet d'orienter à la fois la propriété publique et la propriété privée. C'est-à-dire qu'on peut penser une propriété d'usage dans le privé, on le sait, c'est pas la même chose d'être propriétaire d'usage de son logement et d'en être propriétaire lucratif et de le louer à d'autres. Il faut aussi penser la chose pour le domaine public. Beaucoup de propriétés publiques sont en fait des propriétés qui ne sont pas des propriétés d'usage à partir du moment où leur usage est réservé et exclut la plupart des citoyens. Donc on pourrait essayer de penser une généralisation de l'usage aussi dans la propriété publique. Et c'est l'attaque de la propriété lucrative des ressources environnementales est évidemment aussi une attaque contre un des facteurs de l'inégalité que dénonçait Rousseau. C'est un passage extrêmement fameux que vous connaissez tous du second discours, mais le premier à avoir posé un enclos autour de sa propriété a initié un geste par lequel se sont multipliés ensuite des surnuméraires des personnes qui étaient privées de la propriété. Ce que n'anticipait pas Rousseau, c'est que dans un cadre capitalisme, cette exclusion est vouée à croître de manière exponentielle, puisque à partir du moment où on a une propriété lucrative, on obtient les moyens d'accumuler d'autres propriétés lucratives et d'exclure encore plus de personnes. Et c'est contre cette logique-là qui empêche la projection. Parce qu'évidemment, ça peut être, je parlais tout à l'heure de l'architecture, on peut vouloir construire en bois, j'en sais rien, enfin même un abri, comme disait fonction primordiale de l'architecture selon Aristote, construire un abri en bois si on est complètement exclu des chaînes de la production du bois, parce qu'elles sont orientées à d'autres fins lucratives, c'est extrêmement problématique. Et pour achever cette partie sur les projets nécessaires face à la catastrophe environnementale, je voudrais souligner un point qui me démarque là aussi d'Hannah Arendt. Hannah Arendt considère que le labeur, l'œuvre et l'action, qui correspondent aux projets curatifs, aux projets productifs et aux projets politiques, sont trois domaines séparés. Ce que j'essaie de défendre, c'est qu'il s'agit plutôt de trois dimensions qui peuvent exister au sein de chaque projet. Je m'explique. Si je suis paysanne, si je dois décider des semences, des cultures que je vais mettre en œuvre cette année, je fais évidemment un soin curatif du sol, des êtres vivants que je contribue à faire naître, mais je produis aussi un acte qui est un acte politique à partir du moment où il s'agit de s'inscrire dans des projets plus vastes de souveraineté alimentaire, et je fais aussi potentiellement un acte d'œuvre puisque je contribue par mon activité à façonner un paysage commun. Et donc l'idée sous-jacente, c'est que tout projet devient particulièrement émancipateur et bon pour l'environnement à partir du moment où il intègre ces trois dimensions. La dimension productive, la dimension de labeur et la dimension d'œuvre. En guise de conclusion, j'aimerais revenir sur cette objection dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est qu'on pourrait considérer que cet impératif de projet est entièrement néfaste. Et d'une certaine manière, il l'est. Freud, dans le malaise de la culture, dénonçait l'ambition de devenir un dieu prothétique, capable par ses projets d'accumuler une sorte de toute-puissance de projection. Et ce n'est évidemment pas vers ça qu'il faut tendre. Il y a une sobriété projective qui est désirable et qui permet de réduire notre empreinte environnementale. Cependant, et c'est mon hypothèse, c'est qu'on ne peut pas croire que cette sphère de la sobriété projective va croître d'elle-même. Ce serait reconduire un postulat néolibéral selon lequel il suffirait de laisser faire pour que la part de la sobriété augmente progressivement dans le monde. Et donc, je pense qu'il faut en fait des projets pour libérer de la place pour ce que j'appelle les activités improjectives. C'est toutes les activités qui sont à elles-mêmes leur propre fin et donc qui ne visent pas à produire quelque chose d'extérieur. Ce qui me permet de faire un clin d'œil à une publication que j'avais d'une note pour l'Institut Rousseau sur la fête chez Rousseau, puisqu'il s'agit aussi de prôner le fait que les projets permettent de développer des activités improjectives, comme la fête ou comme le jeu, qui permettent aux sujets de se vivre affectivement dans leur élan commun, comme c'est le cas dans la lettre à Alain Lambert de Rousseau. Et je vais conclure sur ces mots. Je vous souhaite donc de festoyer dès ce soir à l'enthousiasme projet aussi, et de participer aussi à l'enthousiasme projet de reconstruction et de résistance. Voilà.
Merci beaucoup. Du coup, je vais être assez brève pour faire un mot de conclusion et pour essayer de terminer un peu la journée aussi. Merci beaucoup à Maïna parce que c'était fort enrichissant. Je suis enseignante à Sciences Po Grenoble et je suis aussi en thèse de sociologie et je suis assez fascinée par tout ce qui est produit en ce moment aussi. En termes de recherche, on retourne aussi à des questions un peu anthropologiques, philosophiques qui repensent la place de l'homme dans son environnement direct, qu'il soit humain ou non humain. Donc vous avez évidemment des grands auteurs tels que Descola qui repensent à tout ça et qui montrent qu'en fait, on a aussi une certaine manière d'envisager notre rapport au monde et notre rapport à nous-mêmes qui est marqué par notre société plutôt occidentale et capitaliste. Et quelque part, ça me fait penser que souvent, on colle le mythe prométhéen en lui attribuant un peu une critique. Et quelque part, on se dit qu'on est un peu pris dans une folie comme ça, à la recherche, comme Prométhée, de se dépasser, de contrôler le monde, etc. Peut-être qu'une autre manière de voir le mythe prométhéen, c'est aussi de le voir comme en fait, des hommes qui cherchent à s'émanciper par eux-mêmes. Et donc, quelque part, ils se créent un petit peu un projet. Et alors certes, effectivement, il y a des dieux, il y a des limites, en fait, à ce projet, mais un projet dans les limites peut peut-être aussi être pensé et en même temps, on peut quand même garder cette dimension d'émancipation des hommes par les hommes. Et donc, je pense qu'on peut faire un peu une relecture aussi de ce mythe-là, comme ça. Globalement, toutes les tables rondes, les plénières qu'on a eues cet après-midi, abordaient des thèmes tous un petit peu différents avec des intervenants qui venaient de divers milieux et qui se voulaient en fait être représentatifs aussi de notre projet que porte l'Institut Rousseau. Donc on est peut-être un peu moins dans un grand projet du type la suite de la grande transformation de Polanyi, mais c'est vrai qu'on retrouve ces éléments-là en fait. L'environnement, la monnaie. Alors toi tu rajoutes les institutions, mais il y a évidemment le travail. Nous à l'Institut Rousseau on rajoute aussi les questions internationales et culturelles à ce grand projet. Mais c'est pas simplement un grand projet de domination de l'homme où quelque part nous on contribuerait à cette domination. C'est plutôt, je pense, un grand projet qui est en fait dans ce faire. L'espérance ne se crée pas juste par des idées et par un grand projet où on est là à écrire nos petites notes. Enfin, il n'y a pas de petites notes, mais c'est plutôt qu'on n'est pas là en train d'écrire un projet, de le penser, on est aussi là en train de le faire collectivement. Et en fait, le fait même d'exister, ça crée le projet. Je pense vraiment, et on en est assez convaincu à l'Institut Rousseau, c'est que l'espérance, finalement, peut-être que nous sommes dans un temps de fin des grands mythes, mais l'espérance, ça se crée au jour le jour, dans des relations qui sont aussi ordinaires. Et le fait d'exister en association, de travailler ensemble, de réfléchir, de se parler, que ce soit sur des sujets très précis d'association du type qui va faire la prochaine publication ou qui prend le compte-rendu du conseil d'administration, en fait, on passe sur des choses, des tâches qui sont comme ça, jusqu'à des choses qui sont beaucoup plus grandes, en fait, qui nous conduisent à en fait, maintenir une structure, une association depuis 5 ans, avec plein de gens qui sont passés, qui ont eu des choses à dire, qui ont reparlé de nous aussi, etc. Et donc, aujourd'hui, quand on fait un événement qui s'appelle « Résister et reconstruire », quelque part, c'est aussi un petit peu l'histoire de l'Institut Rousseau, c'est-à-dire arriver dans un temps où c'était un peu le marasme dans le monde des idées, à un temps où c'est encore plus peut-être le marasme, non pas juste seulement dans le temps des idées, dans le cercle des idées, mais un peu plus globalement. Donc ça amène à des grandes phrases du type la gauche est morte, vive la droite, en gros, si on pourrait résumer. Moi, je pense pas. Globalement, en fait, ce qu'on fait au jour le jour dans nos interactions, dans nos échanges qu'on peut avoir, c'est ça aussi qui rend vivant ce grand projet que nous portons, pas juste l'Institut Rousseau, mais de manière plus générale. Et donc, résister et reconstruire, ça se fait aussi, non pas juste à l'échelle individuelle, mais en fait par du ordinaire, en fait, ce qu'on appelle la politique ordinaire.
Voilà. Peut-être pour conclure, avant de passer, évidemment, en fait, pourquoi je vous parle de tout ça, de ce grand projet, pour faire le lien avec Amaina, mais aussi pour valoriser, nous, ce qu'on a pu faire, mais aussi vous montrer ce qu'on va pouvoir faire tous ensemble par la suite. Donc, évidemment, si on fait ça toujours tous ensemble, au quotidien, c'est aussi avec vous tous qui êtes présents aujourd'hui dans cet événement, qui serez présents avec nous encore demain, du moins on l'espère. Et évidemment, on vous accueille et on a encore plus envie de le faire dans ces prochaines années. Donc de repenser aussi la place des adhérents dans l'organisation de manière générale, de façon à ce que ce soit le plus ouvert, le plus vivant. C'est vous remercier aussi peut-être avec des temps comme cela, comme ce qu'on a organisé aujourd'hui, de le répéter de nouveau. Donc nous allons faire aussi des conférences, certainement à l'Académie du Climat encore, mais aussi avec la mairie de Paris, dans cette volonté quand même de produire des idées, mais pas que, parce que ce qui produit des idées, c'est d'en discuter, d'échanger avec vous. Donc voilà. Et donc, je voulais vous remercier d'être présents aujourd'hui, d'avoir assisté plus ou moins à toutes les tables rondes, mais aussi, en fait, et c'est ça qui compte, c'est de pouvoir faire des apartés, peut-être rater une table ronde pour discuter dans le couloir. En fait, c'est aussi ça qui rend la chose vivante et qui fait qu'on a des tonnes de conversations passionnantes qu'on va pouvoir encore avoir au pot qui est donc servi au fond de la pièce. Je vous remercie.